يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية، يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية، هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري، اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري. الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش، كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش. 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش، وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش. الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري، اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري، ليبري 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 الجيري. Bonsoir tout le monde, Msel khair alikoum, Azoul Flaouen. Pour une 12e ou une 3e fois, nous excusons pour les problèmes techniques que nous avons, c'est les aléas du direct. Le sujet de ce soir, c'est un sujet économique. Nous voulons parler un peu de ce qui se passe dans le monde au temps du corona et savoir est-ce que l'Algérie sera-t-elle touchée ou pas. L'invité d'aujourd'hui est évidemment un économiste. J'aurais bien aimé que ce soit un communiste, mais je ne sais pas s'il l'est ou pas. Un économiste, un expert financier, Omar Barkouk. Bonsoir Omar. Bonsoir Mziane, merci de ton invitation. Pour le communiste, juste à titre anecdotique, quand j'étais étudiant à Paris, j'ai vendu des cuisses de grenouille à la fête de l'UMA. donc voilà, donc j'étais pas loin. C'est une façon de dire qu'on y est tous passés un jour. Oui. Et Omar, comment ça se passe un peu le confinement depuis quelques jours? Bah, écoute, le confinement, il est strict. Ils viennent de resserrer encore les conditions de circulation, etc. Mais bon, il faut vraiment passer par là pour limiter la propagation et justement en finir avec cette crise sanitaire qui, malheureusement, puisque c'est le sujet de ce soir, aura des conséquences économiques dramatiques pour les pays occidentaux et a fortiori pour les pays d'Afrique et notre cher pays, l'Algérie. Justement, comme je l'ai dit, à cause du corona, donc l'économie mondiale est à l'arrêt. Beaucoup prédisent une crise économique mondiale semblable à celle de 2018. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent ça? D'abord, c'est pas 2018, c'est pas 2008. 2008 c'est plutôt, plus grave 2008. encore. 2008. C'est plus grave que 2008. C'est-à-dire La crise de 2008 était une crise financière. Les Occidentaux ont beaucoup appris de cette crise. Ils ont injecté des liquidités, mis beaucoup de facilité dans l'économie, et l'économie mondiale est repartie à partir de 2011 avec des taux de croissance qui ont permis de réduire progressivement le chômage. La crise économique que l'on s'apprête à vivre est beaucoup plus importante. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, de l'économie et des Finances français, s'est fait taper sur les doigts parce qu'il l'a comparé à celle de 1929, c'est-à-dire à une dépression. La dépression, c'est plus fort qu'une récession économique. Une récession économique, c'est un recul du PIB sur 3 trimestres. Donc, dès qu'on est à moins 0,5 ou moins 1%, on est en récession. Là, on est en train de parler de chute brutale du PIB de l'ordre de 10% au moins dans les pays européens et voire les États-Unis. La question est de savoir cette chute et cette dépression, combien de temps elle va durer. Si c'est on parle de courbe en V ou en U pour décrire ce phénomène. Si c'est une chute brutale avec une remontée derrière, ça ne sera pas trop grave. Mais tout dépend du confinement
de la longueur des confinements qui vont nous donner la profondeur de cette dépression. Justement, quand on voit ce qui se passe actuellement en Europe avec le corona, le Covid 2019, donc qui a touché l'Italie et la France notamment, et on voit l'incapacité de l'Europe à venir en aide à ses propres États membres. Et quand on voit aussi ce qui se passe un peu en Allemagne, l'Allemagne qui joue un peu cavalier seul, donc elle qui a enclenché toute une procédure un peu pour lutter contre le Covid-19 dans son propre pays. Il faut savoir aujourd'hui que l'Allemagne, par exemple, en Allemagne, ils font 500 000 tests chaque semaine, ce que les autres États ne peuvent pas le faire. On a l'impression que l'Europe aujourd'hui est dispersée. Qu'est-ce qui se passe en Europe Qu'est-ce qui se passe en Europe depuis quelques jours? Bon. Ce n'est plus le Oui, bloc, c'est toujours... le bloc puissant qui a sa place un peu dans le monde. Et on a l'impression que c'est autre chose. Mais parce que le chacun pour soi est consécutif à la négation de la gravité de cette épidémie qui est devenue une pandémie. Quand on l'a vu surgir en Chine, on a cru que c'était, en tous les cas, les gouvernants européens ont cru que c'était loin et il n'était pas nécessaire de prendre les mesures d'urgence et surtout de prendre des mesures collectives et solidaires. Chacun l'a regardé en comptant les masques qu'il avait à disposition jusqu'à ce qu'elle commence vraiment à toucher l'Italie et c'est la survenance brutale et je dirais dramatique en Italie que l'on a pris conscience qu'elle était déjà en Europe. Qu'elle était en Europe et que les Italiens étaient dépassés. Et finalement, quand les pays susceptibles de lui venir en aide, ça c'est l'aide matérielle, avant de parler de l'économie et de la finance, l'aide matérielle, leur donner des masques, leur donner de l'assistance, ben on s'est rendu compte que la plupart des pays étaient démunis. Ils n'en avaient pas assez pour leur propre nation, pour leur propre peuple. Je connais la position rigoureuse de l'Allemagne en matière d'économie et de finance, mais la France n'était pas en mesure d'envoyer des masses. Aucun des pays n'était capable d'envoyer des choses qu'il n'avait pas pour sa propre population. Donc, chacun s'est retrouvé démuni face à quelque chose qu'ils n'avaient pas programmé ou qu'ils n'avaient pas vraiment réalisé. Peut-être dans leur scénario de stratégie, de géopolitique, on a lu beaucoup de choses sur la survenance en 2020, soit en littérature de science-fiction, de sciences politiques, de cette épidémie, mais personne ne s'y est préparé. Donc, quand elle est arrivée de cette manière en Italie, chacun s'est replié sur ses stocks, sur ses hôpitaux. Donc, vous voyez bien que c'est la Chine et Cuba qui est en train d'envoyer des médecins. Justement, et des avant moyens d'arriver à ce point, parce que c'est un point qui est déjà prévu pour... Oui. Mais l'Allemagne, je suis plutôt admiratif de l'Allemagne. Je ne la suis pas quand elle est dans la rigueur financière, quand elle ne veut pas aider financièrement. Mais je suis admiratif. Ils ont recyclé des lignes de production automobile. Ils ont demandé à Volkswagen, à des chimistes de se mettre à produire des choses qu'ils ne produisaient pas. C'est ça la force de l'Allemagne. Mais ce qu'ils sont en train de produire, ils sont en train de l'utiliser pour immuniser et protéger leur population. Mais justement, d'où la question, Omar. C'est de savoir aujourd'hui l'Allemagne, la France, l'Italie, c'est un peu des pays qui cherchent une solution individuelle et ce n'est pas une solution dans le cadre de l'Union européenne. Où est-il l'Union européenne comme bloc politique et économique très fort? Mais ils ont adopté, il est beaucoup plus facile d'adopter des mesures économiques, des mesures de relance ou des mesures financières pour apporter de l'aide aux entreprises en déconfiture que de déployer des moyens matériels, sanitaires à l'échelle de l'Europe, puisqu'ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas. Ça veut dire que si on donnait des masques français aux Italiens, la France priverait des malades ou du personnel médical. Je suis pas en train de le justifier, je suis simplement en train de dire qu'ils gèrent leur pénurie.
Chacun est en train de s'organiser pour protéger sa population. Ils n'ont pas de surplus. La vraie question, c'est comment ces pays considérés comme les plus avancés du point de vue sanitaire, du point de vue économique, n'ont pas se sont retrouvés aussi démunis que cela. Ils n'avaient pas de stock d'avance, ils ont délocalisé les productions de masse, des productions de respirateurs, ils les avaient délocalisées en Chine. La Chine, son premier réflexe, quand à Wuhan, elle a confiné des millions de personnes et a commencé à soigner sa population, ils ont interdit, dans un premier temps, l'exportation des produits nécessaires aux soins. Le premier réflexe de chacun des pays, c'est de restreindre les exportations pour voir s'il peut couvrir les besoins de sa population. Je dis pas que ce soit la règle indispensable, mais c'est un constat de réalité, c'est analyse concrète d'une situation concrète. Chacun compte le nombre de masques qu'il a. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est les leçons à tirer pour plus tard. Mais Omar Barhour, est-il normal de voir aujourd'hui la Chine aider un peu tout le monde dans les pays européens au moment où l'Union européenne, en tant que socle, en tant que force politique et économique, était incapable de le faire? Les sujets sont interdépendants. Qu'a dit Macron le 15 mars quand il a décidé le confinement? Il a dit des choses importantes sur l'avenir. Il a dit qu'on tirera les conclusions et que plus jamais l'organisation économique ne sera pareille. Ça veut dire qu'il va appeler à la relocalisation des productions que l'on considérait comme subalternes et qui sont parties en Chine. La Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans un premier temps, elle a interdit l'exportation et puis dès qu'ils ont pu remettre leur outil de production en marche, c'est eux, leur machine de guerre, c'est leur capacité industrielle. Donc qu'est-ce qu'elle va faire l'Europe quand elle va sortir de cette crise? Elle va rapatrier des productions en Europe. Donc ils ne seront plus surpris. Quitte à payer le masque beaucoup plus cher que le masque chinois, ils vont les rapatrier en Europe. Ils vont rapatrier les moyens qui leur ont échappé, les respirateurs, etc. À la fin de cette crise, ils vont redessiner leur tissu industriel. C'est ça les conséquences économiques. Donc aujourd'hui, si la Chine vient en aide, mais dans un premier temps, elle avait bloqué les exportations indiennes. Elle n'est pas altruiste au point de faire passer en second sa population. C'est parce que ils ont relancé leur appareil de production qui est colossal. Donc aujourd'hui, ils peuvent envoyer des masques partout dans le monde. Et des respirateurs aussi. L'Allemagne, je suis sûr que peut-être dans 15 jours, 3 semaines, elle sera capable d'envoyer des choses parce qu'elle aura couvert ses besoins. Mais tant qu'elle les a pas couverts, oui, je le déplore. Mais c'est un constat de réalité. On voit par exemple ces derniers jours la Chine quand même qui montre encore une fois ses griffes et qui montre encore une fois sa force. Elle qui au moment où les États-Unis essayent un peu de s'en sortir de son côté pendant donc la lutte de cette pandémie un peu qui menace le monde, l'Europe un peu qui n'arrive pas à se retrouver, des pays qui sont un peu dans une situation pas catastrophique mais très très complexe et très très délicate. Dans tout ce monde-là, il y a la Chine qui est stable, qui a pu vaincre la pandémie, qui a pu redémarrer un peu son économie et qui a pu se redéployer encore une fois, même stratégiquement parlant, et qui est là en train de guider les pays. Est-ce qu'on n'assiste pas à un changement un peu des équilibres dans le monde avec ce positionnement chinois très fort? Oui, bien sûr. Le monde, à la fin de cette pandémie, le monde ne sera plus le même. Si les Américains espéraient que l'épidémie, avant de devenir pandémie, allait affaiblir la Chine, finalement la Chine va sortir plus renforcée. Et avec l'aide qu'elle est en train d'apporter au reste du monde, elle aura un positionnement et un leadership naturel. Même si, du point de vue économique, elle n'est pas encore prête à égaler
les États-Unis ou à jouer à pied d'égalité avec les États-Unis. Au sortir de cette pandémie, on verra que l'appareil de production et l'organisation, qu'elle soit sanitaire ou matérielle de la Chine, elle est à un niveau tout à fait remarquable. Et l'aide qu'ils auront apportée aux pays en difficulté, je peux vous dire d'ores et déjà que l'Italie, qui a déjà signé des accords de coopération avec la Chine, elle va coopérer en tant que pays de l'Alliance Atlantique et pays européen. Je suis sûr qu'elle va être reconnaissante à la Chine. Et c'est la troisième économie d'Europe. Donc, si l'Italie va cesser de diaboliser la Chine, c'est un trou dans le fromage. Et les États-Unis, dont on annonce, j'ai lu tout à l'heure une information officielle américaine, ils s'attendent à 200 000 morts. Ben, pour la première puissance économique, avoir 200 000 morts chez elle par rapport à la Chine, la comparaison de l'organisation sanitaire et de la réponse à la pandémie, elle est évidente. La Chine il était prévu qu'elle prenne le leadership mondial à l'horizon 2030. Mais je pense que le Covid-19 va accélérer le leadership chinois dans le monde. En tous les cas, il va sérieusement challenger les Américains. Voilà. Cela va certainement influencer sur les équilibres aussi politiques. Donc, vous prévoyez un leadership chinois, même sur le plan politique et stratégique? Stratégique et politique, le monde occidental, et le monde occidental, il y a une question de culture et d'histoire. Les Américains sont proches des Européens et les Européens sont proches des Américains. Mais ce qu'on va découvrir, c'est qu'on ne peut pas compter sur les Américains. Les Européens le savent, mais ils se méfiaient de la Chine, ils se méfiaient de la Russie. Donc, même la Russie est en train d'apporter de l'aide à l'Italie, va apporter de l'aide aux pays africains. C'est-à-dire que c'est une opportunité, c'est un effet d'aubaine pour ces deux grandes puissances. Pour la Russie n'aime pas dire qu'elle est en Asie, la Chine elle l'est, mais pour ces deux grandes puissances, elles vont jouer un rôle majeur à la fin de cette pandémie. Le monde dirigé par les États-Unis, je pense qu'il va en prendre un grand coup. Mais de là à dire que les pays d'Europe vont se jeter dans les bras de la Chine ou de la Russie, c'est difficile. Mais en tout cas, une brèche est ouverte. Et cette brèche, en fonction de la manière dont les Chinois vont profiter de cette avance et de ce nouveau positionnement, il se peut qu'ils rassurent les Européens pour qu'ils cessent de voir en eux des ennemis économiques, voire des ennemis politiques. Et donc, le lien atlantique pourrait s'affaiblir. Donc ça, c'est du point de vue politique. Mais, je dis bien, les Européens sont culturellement plus proches des Américains. C'est le même monde. Donc, se jeter dans les bras d'un pays asiatique, à la culture éloignée et au mode de fonctionnement beaucoup plus éloigné et à l'histoire également différente, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais en tous les cas, on verra les Chinois et les Russes d'une autre manière à la fin de cette pandémie. Et ça, c'est peut-être le début de l'hégémonisme et de l'impérialisme américain. En tout cas, ce qui se passe un peu dans le monde ne peut pas épargner forcément l'Algérie. L'Algérie qui fait partie de ce monde et surtout du tiers-monde. Quand on parle de l'Afrique du Nord, quand on voit par exemple le confinement total au Maroc, pareil en Tunisie, dans l'économie basée sur le tourisme, donc zéro touriste depuis quelques jours. L'Algérie, qui est notre pays, donc qui est un pays entier, dont l'économie est basée sur l'économie pétrolière. Que sera-t-il la situation économique en Algérie dans un mois, 2 mois? Bon, pour prendre la métaphore du malade,
pour prolonger je dirais l'idée du virus. Imaginez un virus qui atteint un corps déjà malade. L'Algérie était malade. Donc, elle vient d'être infectée par un virus contre lequel des pays mieux armés ont du mal à lutter. Donc, l'économie algérienne est malade depuis 2014. Donc, je ne vais pas refaire ce qui s'est passé de 2014 à aujourd'hui. Elle est en train d'épuiser ses réserves de change. Elle est en situation politique instable, même s'il y a eu des élections et on les connaît et on connaît les opinions de vos auditeurs et de la plupart des analystes. Donc, l'Algérie n'a pas trouvé un socle politique stable pour pouvoir engager des réformes. Elle n'a pas eu le temps de faire la moindre réforme qu'il y a eu ce malheur qui s'est abattu sur le monde et qui est en train de la toucher, avec une chute drastique des recettes pétrolières. Donc, avec un pétrole entre 25 et 30 dollars, l'Algérie ne passera pas 12-18 mois maximum. Donc, l'Algérie va mettre un genou à terre. Je suis désolé de le dire. 18 mois sans cette crise du coronavirus? Non. Sans le coronavirus, on estimait avec quelques économies, avec 60 milliards de dollars, tenir au moins jusqu'à fin 2022. Mais là, fin 2020, 2021, on n'aura plus d'argent. Que faut-il faire alors? Ils ne pourront pas comprimer l'Algérie tellement dépendante. Pendant 20 ans, tout a été détruit du point de vue industriel. Elle est tellement dépendante des intrants pour son industrie, pour son exploration pétrolière, pour la nourriture, que on ne peut pas ramener la balance commerciale. Elle tourne autour de 40 milliards de dollars. Donc nos recettes, ils sont peut-être tombés à 20. Donc on a un déficit commercial comme ça à la louche qui doit être de 20 plus les services, il peut être autour de 30 milliards de dollars. Donc un déficit de 30 milliards de dollars, on ne pourra pas le couvrir. Donc on n'échappera pas à une restructuration financière et à un appel au FMI. Donc, votre analyse est alarmante. Ce que vous dites est très très grave. Ce qui attend l'Algérie est grave aussi. Donc, pour vous, la seule solution, c'est de faire appel au FMI. Il n'y a pas d'autre solution. Mais faire appel, pas tout de suite, puisqu'on a de l'argent. On est en train de dépenser. C'est à la limite ce qui serait une action préventive, c'est de commencer à discuter avec les organismes multilatéraux pour économiser les ressources que l'on a encore. Mais si on va jusqu'au bout, comme c'est la pratique du gouvernement, de tous les gouvernements qui sont succédés, c'est-à-dire qu'ils dépensent jusqu'au dernier centime, c'est après qu'ils se tournent vers les organisations internationales, et en l'occurrence le FMI, pour demander de l'aide. Aujourd'hui, on a de l'argent pour faire face à nos dépenses. Mais comme nos recettes ont fortement baissé, on sait quel est le terme de la fin de la cagnotte. On le connaît. Donc si tu attends le dernier jour pour aller voir les banquiers pour leur dire j'ai plus d'argent, prêtez-moi, ce n'est pas une bonne position pour négocier. L'Algérie ne fera-t-elle pas plutôt appel à la Chine, puisqu'on parle du retour en force de la Chine comme puissance mondiale? Oui, mais la Chine ne prête pas d'argent. La Chine fait des crédits fournisseurs. Je m'explique. La Chine ne va pas donner de l'argent à l'Algérie pour combler son déficit de balance de paiement. Elle va ouvrir des lignes de crédit fournisseurs. Ça veut dire que si on a envie de construire une centrale, elle nous la fait à crédit. Si on veut construire une route, elle nous la fait à crédit. Si on veut acheter des machines, elle nous le fera à crédit fournisseur. Ça veut dire qu'on sera obligé d'acheter chinois. Mais comme on achète pour notre nourriture, le blé est acheté à la France, elle va pas nous prêter de l'argent pour acheter du blé à la Donc, les crédits bilatéraux seront des crédits forts.
il y a la Banque africaine de développement, les fonds, les banques islamiques, peut-être du Golfe, pourront prêter, faire des prêts à la balance des paiements. Faire des prêts à la balance des paiements, mais ils ne pourront pas nous faire 20 milliards de dollars par an. L'Algérie n'a pas les moyens, elle n'aura pas la solvabilité d'emprunter 20 milliards de dollars par an. Le Maroc est venu sur le marché pour 2 milliards de dollars. C'est la fin de l'année dernière, il a emprunté 2 milliards de dollars. Nous, nos besoins seront de l'ordre de 20 milliards de dollars. Un dernier mot peut-être aux Algériens qui vivent une situation très délicate de deux côtés, donc et sur le plan économique et sur le plan sanitaire aussi. Si les Européens ont eu du mal à s'organiser face à cette pandémie rapide et soudaine, parce qu'ils ne l'ont pas anticipé de cette manière. En Algérie, elle est en train de faire des dégâts, elle en fera peut-être beaucoup plus qu'en Italie, parce que notre système sanitaire laissé à désirer avait été laissé. On a préféré construire une mosquée pour 2 milliards de dollars que de construire des hôpitaux modernes. Est-ce que vous savez que les spécialistes chinois ont été affectés à Ain Nadja? Les spécialistes chinois, les médecins qui luttent qui sont venus nous aider pour lutter contre la pandémie, ont été affectés à l'hôpital militaire, Ain Nadja. Donc, vous voyez la difficulté de l'utilisation de l'aide internationale dans un pays qui est dirigé par un gouvernement illégitime. Voilà. Donc, l'Algérie, elle va lutter avec ses moyens. La solidarité est en train de se mettre en place. Ce qu'il faut espérer, c'est que l'Europe sorte vite. L'Europe peut venir en aide à l'Algérie, mais dès qu'elle aura éloigné la pandémie, c'est-à-dire que les Allemands, les Français, les Italiens, quand ils auront réglé ou ralenti ou stoppé la pandémie, ils pourront envoyer des gens expérimentés, du matériel et tout ce qui nous manque sur place. Mais pour le moment, les Européens sont en train de se battre pour leur survie ou pour la survie de leurs malades. Donc nous sommes un peu laissés à nous-mêmes et à l'aide que peuvent nous apporter les Chinois, mais l'aide massive, elle viendra d'Europe. L'aide massive viendra de l'Europe quand les Européens auront cessé ou baissé la garde vis-à-vis de cette pandémie, parce qu'ils sont plus proches de l'Algérie et qu'ils la connaissent bien. Voilà. Omar Barkour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. J'espère que ce n'est pas la première fois. Il y en aura certainement d'autres interviews, d'autres rencontres avec vous pour nous parler donc de l'économie à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir suivis dans cette émission. Il y en aura une autre dans pas longtemps avec Madame Zoubida Assoul pour parler donc des droits humains, pour parler des détenus politiques et de la situation donc de la défense des droits humains d'une manière générale en Algérie. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans quelques minutes. Merci, Mziane.